Merci beaucoup. Nous avons en partie résorbé notre retard et nous avons évidemment encore du temps pour le débat qui est maintenant ouvert à l'audience. Je vois qu'il y a un micro-baladeur. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question ou faire un commentaire? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatou Koulibaly, je viens d'Ottigny. Je suis belge issue de l'autre Afrique, parce que j'ai vu la présentation de madame, la classification des migrants. Donc moi je fais partie des autres Afriques. Donc voilà, ma question, enfin ma réflexion peut se baser vraiment sur est-ce que vraiment la Belgique, je pense, a besoin de migrants. Quelle est la politique d'accueil vraiment du migrant, en tout cas qui vient d'autres Afriques et d'Afrique surtout. Parce qu'en réalité, on remarque que la Belgique accueille beaucoup les personnes qui viennent d'ailleurs et finalement qui les forment et qui finalement n'en a vraiment pas besoin. Et donc les gens sont obligés de se retrouver au Canada, dans des pays qui sont plus accueillants. Ça, c'est le premier constat que nous avons sur le terrain. Le deuxième constat, c'est que finalement, on se rend compte que lorsque on parle d'immigration, ben, finalement, pour le migrant, ça a une signification et pour l'autochtone, ça a aussi une autre signification. Donc, par exemple, quand on dit l'intégration, je pense que pour l'autochtone, ça veut dire assimilation. On fait comme le Belge le fait, on éduque nos enfants comme le Belge le fait. Nos enfants ont le droit d'appeler la police quand ils ne sont pas contents. Mais si on donne une claque, ils doivent appeler l'assistance sociale. Dans les couples, si madame n'est pas contente, elle appelle l'assistance sociale. Donc voilà, tous ces repères sont vraiment collés à la culture belgo-belge. Et je pense que pour le migrant qui arrive, l'intégration voudrait dire participation au système, travailler pour contribuer au bien-être de l'endroit dans lequel on vit. Et surtout aussi, on remarque que dans nos pays d'origine, quand les non-africains se déplacent, je veux dire les Européens se déplacent en Afrique, on les appelle expatriés. Donc nous, quand on vient ici, on a la connotation qui pour moi est péjorative et négative, migrant. Donc celui qui vient mendier, celui qui n'a rien à apporter au système et celui qui vient prendre tout au système. Et ça, je pense déjà, ces idées fausses-là, je pense que tous les intervenants ont déjà assez parlé de ça. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et nous, on essaie de travailler là-dessus, par exemple à Ottigny, parce que déjà, on a constaté qu'on est appelé à être, entre guillemets, participants au système, donc dans les élections communales, partout, on est appelé, mais en réalité, on est comme des figurants. C'est-à-dire, on nous appelle, mais on n'a vraiment pas besoin de nous entendre. C'est-à-dire que ce sont des voix muettes, en fait. Donc ça aussi, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Et hier, je discutais avec ma fille qui a 12 ans, et qui a son père qui est belgo-belge, wallon de bruxellois. Et son autre moitié, c'est de l'autre Afrique, qui me disait, maman, tu sais, je pense que ce qui est mieux, c'est que les Africains et les Européens s'entendent pour éviter que les Chinois envahissent l'Afrique. Ça, je dis, c'est quoi ce truc, d'où tu viens avec ça? Elle me dit, ben oui, parce que, j'ai pas envie d'apprendre le chinois, donc c'est mieux qu'on s'entende et que comme ça, les Chinois ne vont pas envahir l'Afrique. J'ai dit, ma chérie, ça c'est un long travail et il faut savoir qu'il y a du boulot. Donc voilà, je ne sais pas si c'est dans le métissage ou bien vraiment dans la participation réelle. Et alors, c'est de travailler d'égal à égal et se dire vraiment, est-ce que, en réalité, sans tabou, la Belgique a vraiment besoin de nous? Si oui, en ce moment-là, il faut qu'on travaille d'égal à égal parce qu'on ne peut pas être là, faire semblant de travailler alors qu'en réalité, on n'a pas besoin. Encore le Maroc, je peux dire, quand on regarde les représentations, le Maroc, la Turquie, encore, on peut dire que, ben oui, ils sont plus acceptés que les Noirs, les gens du sud-saharienne. Et ça, je trouve que quelque part, il y a un gros travail à faire en Belgique.
Voilà, merci. Merci. Je suis M. Albert Mabilois, je viens de Liège. Je suis coordinateur d'une association qui lutte pour l'intégration. Alors, je voudrais juste m'adresser à, je crois, au professeur Marfou. Il a parlé que le migrant suscite une menace pour les emplois des autochtones. Alors, moi, je voudrais d'abord savoir de quel emploi on parle, puisque le migrant n'est pas déjà très formé. Alors, en quoi il peut constituer une menace pour les emplois, puisque Madame Wali, je crois, a parlé de migrants qui se focalisent sur certains secteurs de travail, dans le nettoyage, alors que ces secteurs-là ne sont pas prisés par les autochtones et sont plus qualifiés au bureau. Alors, en quoi les migrants peuvent-ils constituer une menace pour des boulots, je disais, bon, il ne faut pas être très journaliste, mais pour des boulots de bas étage, je ne vois pas en quoi. Donc, j'aimerais qu'on puisse un peu éclairer quels emplois sont visés par les migrants. Merci. Moi, c'est Cyclone de l'AS Belle All Juste. Nous faisons dans les équivalences des diplômes. Ma question, c'est toujours au niveau de l'intégration. Moi, je pense que quand on arrive dans un pays, pour s'intégrer, il faut aller à l'école. Il faut faire une formation ou à défaut des études. Si déjà au niveau des études, nous sommes stigmatisés, on nous demande de s'intégrer. Mais quand j'ai suivi votre discours, c'est un peu comme si c'est une forme d'assimilation. Et moi-même, je pense que c'est même plus que de l'assimilation, c'est de l'aliénation. Parce qu'on ne peut pas me demander de partir de mon pays d'origine et d'arriver ici et oublier toutes les valeurs que j'ai reçues chez moi. Donc je pense que intégration, pour moi, c'est pas de l'assimilation, c'est beaucoup plus travailler et je ne sais pas, chercher à travailler pour pouvoir gagner son pain quotidien de manière honnête, du moins à s'adapter, quoi. Donc, ma question, c'est à ce niveau-là. Bonjour à tous. Je suis Bondeli Baila, je représente l'organisation russophone à Liège. Et moi, je suis venue d'Ouzbékistan, c'est ex-pays soviétique. Et voilà, ici, je n'y attends pas aucun de chiffres à cause de ce grand pays comme ex-Russie ou ex-République soviétique. Voilà, pour certaines statistiques, on a dit que c'est ici, à Belgique, habitent plus que 2000 personnes qui viennent de ex-Russie. C'est d'où l'immigration. Je sais que chez nous, ça existe beaucoup d'associations qui aident des immigrants qui viennent de ex-Russie. Par exemple, notre association, elle existe déjà 7 ans. Elle organisait des cours d'intégration et pendant 2 ans, on a donné des cours d'intégration à base de traduction de russe, non, mais en vue de professeurs de français. Mais à cette année, toutes les dotations, tous les subsides étaient terminés. Et notre élève, il est plus que 50 personnes, il reste sans connaître. Parmi eux, il y a beaucoup de femmes qui viennent des régions très chaudes, à la région de Caucase, qui préfèrent cours de français par cours de Russie parce que son pays il n'y a pas assez suffisante éducation pour comprendre tout que dans un cours de français. Et voilà, cette année,
nous sommes vraiment, on ne peut pas continuer cette action. C'est gratuit, mais à cause des problèmes financiers, on n'est pas reconnu. Voilà, il y a certaines femmes qui ont nombreux enfants, elles restaient comme ça. Elles restent toujours venaient sans reconnaître parce qu'elles ne peuvent pas participer les cours normaux. C'est mon question, c'est comme ça. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme nous, aider un petit peu l'organisation qui veut être bien intégrée à base de français, mais avec petite aide de langue maternelle. Merci. Bonjour, je suis Pamela Dattoli, je travaille au collectif des femmes, je suis responsable de l'action sociale et de formation. Et par rapport à ce qui s'est mentionné, je trouve qu'il y a tout type de populations différentes qui sont migrantes, immigrées, il y a tous des titres pour le classer. Moi, je suis aussi issue de l'immigration. Et ma famille est aussi issue de l'immigration parce que mon père était d'origine italienne et était au Chili. On savait que nous sommes tous un peu cosmopolites à la base. Et ce que je disais, il y a tout type de population. Il y a chez nous, au Tinil ou à la Nef, c'est surtout des surdiplômés. C'est des personnes qui ne trouvent pas de boulot, malgré toutes ils ont des doctorats ou des formations très poussées. C'est-à-dire que là, il y a un problème d'équivalence de diplôme, malgré la pénurie dans certains métiers. Par exemple, je pense aux médecins, on reçoit pas mal de personnes qui sont en train de faire d'autres types de boulots qui ne sont pas du tout en rapport à la formation qu'ils ont suivie. Moi, je trouve ça vraiment pénible. Et sans compter tous les parcours des combattants que les personnes doivent faire pour pouvoir être reconnues. Et même malgré d'avoir eu un poste dans un certain domaine, la possibilité de pouvoir accéder à des postes de plus valorisants, c'est très très difficile. Parce qu'ils sont toujours considérés comme des personnes issues de l'immigration et pas de belles. L'autre aspect, c'est-à-dire nous faisons toute une série de formations. Nous essayons de pouvoir aider les femmes dans les parcours. C'est surtout des femmes, notre population, mais là aussi des messieurs. Essayons de les aider. On est en plein à l'intérieur de ce qui va être le parcours d'intégration. Mais nous trouvons qu'il y a encore trop de discrimination, surtout pour les femmes. La plupart des emplois auxquels les femmes peuvent aspirer, c'est des emplois qui sont précaires. C'est-à-dire, notre association a plein d'emplois qui sont des emplois qui ne sont pas normaux, sont précaires. Et alors, bon, l'autre difficulté, c'est que ce sont des postes avec des horaires flexibles qui décompensent la relation familiale, relation professionnelle. Ça, c'est un autre aspect à tenir en considération. Et alors, il y a aussi l'aspect qui sont des postes à temps partiel. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faudrait cibler pour les personnes qui sont déjà au territoire, parce qu'on assiste de plus en plus, comme au Canada, à une immigration choisie. Alors, éventuellement, pour les personnes qui sont déjà sur les terrains, parce que je vois qu'il y a, je pense à l'Union européenne et à la France, que de plus en plus on parle d'immigration choisie. Et de pouvoir donner les moyens éventuellement pour pouvoir s'occuper des personnes qui sont déjà aussi sur le territoire et faire le nécessaire pour que ces personnes soient intégrées. Par le biais des forums, on assiste de plus en plus à une population qui était en retrait, ignorée pendant des années et qui est obligée à suivre des formations pour pouvoir garder soit les chômeurs, soit l'accès au CDCPS. C'est tout ce type de problématiques auxquelles je voudrais qu'un jour on se penche. Parce qu'on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup, on sait à peu près quels sont les mécanismes qui existent, comment ça fonctionne, etc. Mais quelles sont les réponses
dans la réalité qu'on peut donner à cette immigration et pour que ces gens ils puissent un jour trouver sa place, mais une place réelle où on ne dise pas toujours bon, cette personne est étrangère, et c'est-à-dire cette personne est belge, parce que quand on est belge, on est naturalisé, on continue à être issu de l'immigration aux personnes belges d'origine étrangère. Merci. Question. Pinella Touka, je travaille dans un centre régional d'intégration, celui de la région du centre. Juste une réflexion assez rapide, c'est la mise en concurrence des migrants entre eux, y compris dans certaines politiques. Donc, Madame vient juste d'évoquer la question de l'accès au territoire aussi par une migration choisie. Et donc, voilà, certaines politiques, en tout cas, favorisent certaines formes de migration, et l'Europe en particulier. Et puis, une autre réflexion qui est la mise en concurrence des migrants eux-mêmes, où certains seraient mieux ou moins bien lotis que d'autres. Et là, j'avoue que, voilà, c'est des questionnements que je me pose et que peut-être c'est intéressant de développer. De passage. Marie-Claude Chenet, Réseau Wallon du contre la pauvreté. Je veux juste venir sur l'intervention de Mme Wally, qui précisait donc que dans le cadre du BIT, il y avait donc effectivement un constat comme quoi les politiques d'austérité ne faisaient que renforcer les discriminations. Je pense que c'est vraiment un élément important à retenir dans le contexte qu'on vit actuellement. Et donc, au Réseau Wallon notamment, on voudrait essayer de pouvoir faire passer l'idée de pouvoir appliquer des tests d'appauvrissement dans le cadre des politiques qui sont prises d'une manière générale sur l'ensemble des pouvoirs. Donc vous disiez qu'il y avait effectivement des évaluations qui avaient été faites par rapport à ça. Voilà. C'est une réflexion qui m'intéressait vraiment de pouvoir remettre ça en perspective aussi dans la politique générale. Merci. Brièvement, parce que ça relaye des remarques qui ont déjà été faites. Donc voilà, moi je me posais la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment conclure à des phénomènes de discrimination juste en comparant les taux d'emploi, les taux d'activité, les taux de chômage, sans contrôler pour d'autres caractéristiques qui sont quand même importantes. Donc je pense au niveau d'éducation, malheureusement qui n'a pas pu être capté dans la data warehouse, là. La langue parlée qui est évidemment très importante, les réseaux sociaux aussi, dans la facilité de trouver un emploi, c'est aussi parfois pour ça que c'est plus facile pour un Belge, enfin un natif de Belgique, on va dire ça comme ça, et sans contrôler non plus pour l'âge qui devrait logiquement jouer plus favorablement en fait. Et évidemment, comme Madame le soulignait, il y a le problème de la mauvaise reconnaissance des diplômes, et j'étais frappée de voir dans certains calculs que le taux d'emploi des personnes hautement qualifiées, donc universitaires, des immigrés, si on le compare à celui des personnes natives de Belgique, l'écart est très important, voire plus qu'en moyenne. Et donc ça pose un problème, la question du problème de surqualification qui pourrait être un indicateur en fait supplémentaire. Évidemment, oui, et donc j'en viens à dire que c'est important de souligner qu'en fait, toute caractéristique égale par ailleurs, le taux d'emploi des immigrés reste inférieur, et c'est bien là qu'on pourrait dire qu'il y a discrimination. Mais je sais que par exemple, il y a d'autres manières de la mesurer, comme l'étude du Bureau international du travail, qui est une expérience naturelle, si je me souviens. Et alors, évidemment, vous avez raison de souligner l'importance des définitions, parce que la nationalité ne suffit pas dans l'exercice. Il y a, comme on le disait, des Belges d'origine étrangère qui subissent des discriminations, et certains indicateurs pointent aussi sur le fait que les immigrés qu'on appelle de deuxième génération, même s'ils ne sont pas immigrés qui sont nés en Belgique, leurs résultats sont encore pires que les parents, parfois dans certains. Voilà. Merci. Bien, le temps avançant, je vous propose de prendre encore 3 questions, pour après donner brièvement la parole aux orateurs. On a Madame ici au centre qui attend depuis longtemps. Vous serez dans les 3. Bonjour, c'est Martin Bemba, membre de l'ONG Sigata Espoir au Tino de Belaneuve. Moi, c'est pour rejoindre un peu la suggestion de Madame du collectif de femmes, pour dire que
Typiquement, au Louvain-la-Neuve, nous avons ce qu'on appelle des surqualifiés, mais pas des simples surqualifiés. Je prends deux cas, je parle de mon propre cas. Nous avons des diplômes belges de l'UCL dans des secteurs porteurs où l'on recherche de personnes qualifiées. Je parle de l'environnement, énergie renouvelable, développement durable. Chaque jour dans ma boîte, j'ai des offres d'emploi, mais chaque fois que je postule, on me demande de papiers que je ne sais avoir, tel qu'un permis de travail. Je dis, en tant qu'étudiant, en tant que personne qui a un diplôme belge, mais n'ayant pas la nationalité belge, nous ne pouvons pas accéder à certains emplois, même s'il y a manque de personnes, manque de qualifications, même chez les autochtones, même chez les Belges. Donc ce sont des secteurs porteurs où on recherche effectivement des personnes, mais comme on n'a pas la nationalité, comme on n'a pas accès au permis de travail, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un assouplissement au niveau de la région wallonne pour obtenir un permis de travail et accéder à certains emplois? Des emplois qui, je me dis, n'entrent même pas en concurrence avec les autochtones parce qu'il n'y a même pas de qualification sur les autochtones. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, c'est une question, une suggestion, à vous de voir. Merci. Bonjour, Marie Courtois, je suis chercheuse à l'UCL et aspirante au FNRS, donc j'aurais tout d'abord voulu vous remercier pour les très intéressantes présentations qui ont été faites. Alors j'avais peut-être une réflexion peut-être un peu plus conceptuelle pour la deuxième présentation qui a été faite par rapport aux questions qui ont été posées, et ça a été aussi soulevé par quelqu'un dans la salle derrière. Est-ce que finalement les questions ne reflétaient pas la menace qui peut être perçue par les citoyens dits belgo-belges, par les personnes d'origine étrangère, plutôt que vraiment une conceptualisation des préjugés en tant que tels? Cela dit, évidemment, menaces et préjugés sont liés. Et alors par rapport à ça aussi, par rapport à l'assimilation qui a été soulevée à plusieurs reprises, peut-être que effectivement d'autres prédicteurs des aspects de préjugés, de stéréotypes ou de discrimination qui ont été reflétés aussi bien sur le plan politique que pratique de gestion des ressources humaines ou encore dans le milieu éducatif, sont cette distinction entre la perspective dite d'assimilation, donc dans laquelle on attend en fait des immigrants qui s'adaptent complètement à la culture du pays d'accueil, par rapport à justement des politiques plus de multiculturalisme et de reconnaissance des différences qui, elles, au contraire, ont des conséquences très positives pour l'intégration de ces travailleurs. Et donc j'ai peut-être le sentiment qu'on retrouve peu ces politiques et ces pratiques en Belgique, et donc voilà, j'aurais éventuellement voulu avoir votre avis là-dessus. Merci. Dernière question, derrière. Bonjour, je m'appelle Aïcha, je suis de Génération Espoir à Louvain-la-Neuve. On a déjà 3 associations. Moi je travaille pour une association que j'ai moi-même créée, donc j'ai créé mon emploi. Pour travailler sur l'intégration. Donc moi je suis issue de l'immigration des années 60, les fameux ouvriers qu'on a recrutés au Maroc. Et donc j'ai fait tout un cheminement par rapport à cette intégration via mon parcours à moi, et puis j'ai essayé de le faire via mon association. Donc par rapport à la discrimination à l'emploi, aujourd'hui on a 4 postes. Et j'ai commencé d'abord par moi. Et les deux dernières personnes que nous avons recrutées, c'est des belgo-belges. Ma collègue ici et une autre. Nous avons vraiment fait ce choix justement de faire de la discrimination positive, donc à l'envers, envers les Belges. Voilà, pour mieux justement aller à l'encontre de ce que nous constatons au niveau de la société. Et je me dis, c'est vraiment un petit laboratoire qu'on essaye de tester, parce que voilà, on travaille, nos publics est issu de l'immigration, c'est-à-dire de la première génération jusqu'à la 4e, mais nous avons aussi un public belgo-belge. Donc quand nous préparons le projet, pour moi, c'est une richesse de préparer avec ma collègue qui a une autre culture. Alors que si j'étais juste avec ma collègue d'origine maghrébine, il n'y a que ce que nous avons comme parcours, comme expérience. Donc pour nous, c'est une richesse. Et je me dis, si on pouvait voir ça au niveau de la société, je pense que ça réduirait énormément de peur au niveau de la population. Moi, je vois notamment des pistes, parce que je ne sais plus quel intervenant qui avait parlé de l'information, que souvent quand
on n'a pas l'information, on pense qu'il y a trop d'immigrés, que voilà. Et je me dis, moi je vois deux pistes par rapport à l'information. C'est au niveau politique ou au niveau des médias. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons au niveau des médias, ce sont que des faits négatifs par rapport à l'immigration. Ou même, enfin moi je me dis par rapport aux enfants de 4e génération, on ne peut pas parler d'immigrés, quoi. Ils sont issus de cette immigration. Je me dis, mais quelle est l'image qui est véhiculée dans les médias aujourd'hui? Je trouve que c'est très très important de travailler sur les médias et le politique. C'est-à-dire comment informer, comment sensibiliser par rapport à l'emploi. Et je me disais, l'employeur aujourd'hui, il a peur de quoi quand il veut engager? C'est que, voilà, il devra gérer une différence, c'est-à-dire une différence peut-être culturelle, religieuse. Donc, il préfère avoir la paix et avoir les mêmes employés. Mais je me dis, si on travaillait sur cette peur, c'est-à-dire travailler sur la connaissance de l'autre, je pense qu'on réduirait aussi cette discrimination à l'emploi. Ça, je me dis, si les entreprises pouvaient travailler aussi avec des associations de migrants, notamment par rapport à tout ce qui est véhiculé aujourd'hui, de dire, mais on a des valeurs, je pense que nous avons énormément de valeurs communes. Nous avons peut-être des petites différences et peut-être travailler là-dessus pour réduire les peurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est la peur de gérer la différence et les conflits qu'il pourrait y avoir au sein des entreprises. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole très brièvement aux orateurs pour réagir. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il faudrait des heures pour y répondre. Je vais juste aborder la question de l'intégration qui est revenue souvent. C'est une question vraiment très importante parce qu'il y a des confusions terribles dans cette notion d'intégration. D'abord, quand on parle d'intégration, on présuppose que la société d'accueil est une société homogène. Or, déjà, cette société n'est pas homogène. Elle est divisée par classe, par région, par langue, par culture. Et la Belgique est un exemple, vraiment un très bel exemple pour montrer que déjà la société, là où on arrive, elle est déjà extrêmement complexe. Donc on parle d'intégration par rapport aux primo-migrants, c'est le premier qui arrive. Alors effectivement, c'est à la charge des institutions, de l'État, de leur permettre de connaître une langue, de connaître les institutions, etc. Sur ce plan-là, la Belgique a été critiquée énormément jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a des améliorations. Sur la question d'intégration, quand maintenant on est on est face à des jeunes qui sont nés ici, 2e, 3e, 4e génération, on parle encore d'intégration, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été scolarisés, ils ont intégré les normes, les valeurs, ils ont même les qualifications qu'il faut et on leur dit encore qu'ils ne sont pas intégrés. Donc je crois que c'est Abdeslam qui le soulignait, c'est que même si on a la nationalité, si on a tous les critères d'intégration qui sont demandés par la société, on n'est jamais vraiment assimilé, considéré comme étant l'équivalent légal en fait, légal, c'est-à-dire à égalité avec les individus. Donc l'enjeu, il est là. Hein? Donc on met derrière cette notion d'intégration beaucoup de choses, mais la vraie question, et je pense que c'est Djaouda qui l'a souligné tout à l'heure, c'est la question de l'égalité. Donc si vous êtes toujours pensé comme étant différent, comme étant moindre, parce qu'on peut être différent, mais si on hiérarchise, c'est là que se pose le problème. C'est là que le racisme apparaît. Hein? On peut bien sûr reconnaître nos différences, mais si ces différences justifient qu'on accède à des droits différents, à des avantages différents, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc en effet, il y a l'enjeu pour moi de la question de l'intégration. Pour moi, je ne parle plus d'intégration d'ailleurs, je parle d'égalité. Je pense qu'il faut arrêter avec ce concept-là. Il faut parler d'égalité. Et l'égalité, c'est concret. C'est concret en termes de droit, c'est concret en termes de pratique, c'est concret en termes aussi de représentation des groupes. Si on vous considère toujours comme étant inférieur, malgré toutes les qualités que vous avez, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je vais arrêter. Merci. Merci tout d'abord pour les questions. Il y a énormément de
questions qui dépassent le cadre de mon étude, donc je vais un petit peu répondre à certaines, sachant le résultat d'autres travaux. D'abord, je pense que peut-être que je me suis mal exprimé, on a mal compris en fait quand je parlais de préférence au souhait de discrimination. C'est pas moi qui pense ça que les immigrés prennent le travail des natifs. Je dis simplement c'est ce qui ressort d'une enquête. En fait, quand on demande aux gens, c'est eux qui le pensent. Moi, je pense le contraire, évidemment. Je pense qu'ils ne prennent pas le travail parce que moi, je suis chercheur et je vois les résultats de travaux, notamment de façon très générale aux États-Unis et en Europe, et je vois qu'il n'y a pas d'impact, ils ne prennent pas le travail. Mais simplement, je suis obligé de partir de citer des reçus pour la déconstruire après à travers le résultat. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui est porteur de ce message. Il y avait d'autres questions, notamment sur les qualifications. C'est-à-dire que les immigrés, c'est ce qu'on appelle en fait le gaspillage des compétences. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de diplôme. Mais ça, il y a toute une étude, enfin, il y a énormément d'études aux États-Unis là-dessus. Comme par exemple, on va jusqu'à calculer des probabilités quand on est qualifié, de trouver un niveau de qualification, un travail équivalent selon les pays d'origine. Et on trouve qu'il y a de grandes différences aussi selon les pays d'origine. Par exemple, aux États-Unis, quand on est marocain, diplôme universitaire, la probabilité d'avoir un travail équivalent au diplôme n'est que 30%, alors que quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud, c'est 67%. Donc vous savez aussi, au sein des immigrés, ça dépend en fait. Parce qu'il y a derrière ça, problème de reconnaissance de certains diplômes, où là vous avez obtenu le diplôme. Mais le CDI a fait une étude très intéressante là-dessus, de façon très générale. Il y a un rapport du CDI qui aborde sur ce problème de gaspillage des compétences. Équivalence de diplôme, oui, c'est un problème. Je voudrais juste revenir sur une intervention ici. En fait, à un moment, on disait à Nouria, oui, mais attention, les décalages natifs, non natifs en termes de chômage et en termes de taux d'emploi ne s'expliquent pas par les discriminations. Évidemment, on est pris par le temps, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les détails. Mais quand vous allez analyser l'étude de Nouria et la mienne, on dit, et oui, ça s'explique par toute une série de facteurs au-delà de ce que vous avez cité. Ça s'explique aussi par le nombre d'années de résidence dans le pays d'accueil. Évidemment, ça s'explique par la connaissance de la politique. Donc, on connaît toutes ces problématiques. Mais quand on a contrôlé par tous ces facteurs-là, il reste la discrimination. Et tous les études, quand ils font ça, ils montrent qu'il y a de la discrimination. Donc, certainement pas les différences de 11 points de taux d'emploi, c'est de la discrimination. Mais il y a une partie qui est vraiment discriminatoire, et c'est celle-là à laquelle on s'intéresse. Évidemment, on ne peut pas tout dire, mais si vous allez dire, soit le rapport de Nouria, je crois qu'il y a une mise en garde dès le départ là-dessus. Attention, il y a ce sont des études là. Et moi, dans mon étude, à chaque fois que j'avance le différentiel, je dis attention, ça s'explique par énormément de facteurs. Et quand on a purgé ces facteurs, quand on a contrôlé par ces facteurs, il restera ces facteurs discriminatoires. Voilà, Michel. Merci. Et alors, juste la dernière sur les politiques d'accueil. On m'a dit, tiens, est-ce que la Belgique a besoin? Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que nous, à l'EWEPS, on a pensé à un moment financer une étude sur les politiques d'immigration. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour à mon connaissance, on n'a pas une très bonne étude là-dessus. Et je pense que c'est un projet sur lequel l'EWEPS va travailler. Comparer la politique d'immigration de la Belgique aux autres pays, quelles sont ses caractéristiques. Et là, on peut voir un petit peu quelle est la structure et vraiment répondre aussi aux besoins. Est-ce qu'on a besoin d'immigrer? Et ça, je pense que c'est des travaux notamment sur les finances publiques aussi qui peuvent répondre à travers le financement de la sécurité sociale. Non, mais en fait, je reprends ce que Nouria a dit, et moi, il me semble que, effectivement, j'entends beaucoup parler d'intégration, assimilation, et il me semble que vraiment l'entrée sur ces questions doit rester fondamentalement la question de l'égalité, que je n'ai pas beaucoup entendu dans les questions posées ou les positionnements pris. C'est la question de l'égalité qui est en jeu. Alors évidemment, on peut travailler ensemble dans une complémentarité, mais vous voyez, parler de complémentarité, c'est pas tout à fait la même chose que de parler d'égalité. Ou la complémentarité, d'accord, si elle suppose qu'il y a un rapport d'égalité dans cette complémentarité, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous disiez tout à l'heure, il me semble, que la promotion, avec d'autres mots, mais la promotion de la diversité allait plutôt dans un bon sens en matière de lutte contre les discriminations, vous terminez comme ça. Moi, je porte le constat tout à fait inverse. La diversité, finalement, mais on peut en discuter, la diversité, en fait,
pense, dans l'observation, la manière dont elle s'applique, et notamment dans les questions des politiques managériales, puisque je suis sociologue du travail, politique managériale et puis ce qui se met en place dans le monde professionnel en matière de recrutement, etc. Ça se traduit plus en réalité, ça se traduit par le fait qu'on va, ce que je disais tout à l'heure, on va plutôt insister sur des différences. On va réhabiliter ou réhabiller ou remettre au goût du jour des différences, alors là qu'on va valoriser des différences, on va dire valoriser vos différences pour accroître justement la performance économique. Mais valoriser des différences, c'est oublier justement la question de l'égalité, c'est plutôt parler en termes de complémentarité, et puis c'est d'une certaine manière à nouveau essentialiser, naturaliser, légitimer des différences, alors que tous les combats que vous portez, parce que vous êtes des acteurs de terrain, tous les combats qui sont portés, ce serait plutôt de les déconstruire, ces différences essentialisées. Je vais peut-être servir de variable d'ajustement, on a tous un petit peu faim, je vais être très bref dans mes propos, simplement réagir à deux choses. Ce par quoi vous avez commencé, ça a été mis en évidence à plusieurs reprises, c'est l'emploi d'un certain nombre de termes qu'on n'a pas forcément correctement définis, donc la sémantique des termes. On parle souvent de manière assez indifférente d'insertion, d'intégration, d'assimilation, et ça relève pourtant de choses assez différentes. Ça a des contenus assez différents. Et à ce propos, c'est le HCU, le Haut Conseil à l'intégration, qui au début des années 90 avait un petit peu défini le périmètre de chacun de ces termes. Donc, par insertion, en règle générale, on va plutôt inclure tout ce qui relève de l'insertion sur le marché du travail. Donc ça fera plutôt référence à des notions telles que les taux d'activité, les taux de chômage, par exemple. L'intégration va aller au-delà de cette seule question purement économique. On pourrait également s'intéresser à des questions plus culturelles, sociales, par exemple, sans qu'il y ait pour autant abandon de son identité, alors que l'assimilation, donc là c'est vraiment le stade le plus poussé, l'assimilation c'est vraiment en quelque sorte le renoncement à sa propre culture. Donc voilà, on aurait peut-être pu commencer par là sur cette question sémantique. Deuxième point, la Belgique a-t-elle besoin d'immigrer? Naturellement, il n'y a pas de réponse à cette question, pour la simple et bonne raison que les politiques migratoires, le contrôle des flux migratoires, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Il ne faut quand même pas oublier que l'immigration, c'est avant tout un acte individuel, et que si on migre, c'est avant tout pour des raisons individuelles, et que naturellement, on peut difficilement contrôler ce genre de choses. Si on migre, c'est avant tout parce qu'on fuit des conditions difficiles dans son pays d'origine, pour certains des migrants, ou parce qu'on est attiré par de meilleures conditions, par exemple dans le pays d'accueil. Donc les politiques migratoires, naturellement, elles ne peuvent qu'imparfaitement maîtriser ces flux. Oui, si je peux embrayer sur le besoin des immigrés, oui, il y a des besoins en Belgique pour le moment. Et le secteur hospitalier, par exemple, est un secteur très emblématique. C'est-à-dire que les besoins sont identifiés à partir de ce qu'on appelle des pénuries. Alors, il y a déjà des gros débats sur ce que c'est que la pénurie. Si vous prenez le cas des infirmières, on constate qu'il y a une pénurie, donc les hôpitaux, alors que la politique d'immigration avant se faisait d'État à État, aujourd'hui ça se fait d'hôpitaux à hôpitaux, d'hôpitaux à écoles, d'hôpitaux à État. Donc, on a complètement modifié, si vous voulez, le rapport dans ces politiques d'immigration. Mais en réalité, il n'y a pas de pénurie dans le secteur infirmier, par exemple, mais il y a une désaffectation des infirmières en raison des conditions de travail, des salaires, etc. Donc c'est un peu la réflexion de monsieur qui expliquait qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, on va dans les secteurs qui sont délaissés, qui sont désaffectés par les nationaux, au sens général du terme, je veux dire les résidents, qui ont des droits, qui sont plus exigeants en termes de conditions de travail. Voilà, donc aujourd'hui, alors que le secteur infirmier forme suffisamment d'infirmières, qu'il n'y a pas de pénurie en termes de qualifications qui sont produites, eh bien, recrute en Roumanie, en Bulgarie, en Tunisie, au Liban. Je viens de voir ça dans les hôpitaux bruxellois récemment. Voilà, donc il
a, de manière tout à fait paradoxale, mais alors on constate que dans les salaires, moi je pense que dans les pratiques, on peut voir que dans les statistiques ça ne joue peut-être pas sur la baisse des salaires, mais dans les pratiques on voit bien qu'on n'attribue pas les mêmes salaires, les mêmes qualifications, les mêmes fonctions. Donc dans les pratiques on peut observer exactement l'inverse en fait. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer au déjeuner. Et donc, je voudrais encore remercier tous nos orateurs et l'ensemble des intervenants. Donc, la session est close. Merci beaucoup.